Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce live. Vos micros sont coupés parce que vous allez être nombreux et donc, pour pas que ce soit la cacophonie, je me suis permis de prendre la main sur vos micros et vos caméras en tant qu'administrateur de cette visio. Mais ça m'intéresse quand même beaucoup de vous lire. Si vous voulez bien me dire dans le chat, d'abord si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Et puis profitez-en peut-être pour me dire à quel endroit vous vous trouvez. Et puis peut-être le prénom de votre enfant, si nous sommes bien au bon endroit, a terminé sa classe de troisième et s'apprête à entrer en classe de seconde en septembre. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, si dans le chat, quelques infos sur vous, l'endroit où vous vous trouvez. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des problématiques particulières que vous voulez que j'aborde dans cette visio. Bonsoir à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ça y est, vous êtes de plus en plus nombreux. Je me présente à mon tour pendant que vous vous présentez dans le chat. Bonjour à Sandrine qui nous dit qu'elle est de Colmar et que son fils s'appelle Thomas. Bonjour Sandrine. Je m'appelle Marie de Vaugeois. Je suis l'un des deux fondateurs du groupe Cartésia Éducation. Moi, je suis avocat de formation. Peut-être pour vous dire en quelques mots mon profil, moi j'étais un élève au collège et au lycée assez malheureux. J'ai pas tellement aimé l'école, je m'ennuyais beaucoup. Je me suis inscrit en droit après le bac sans trop savoir pourquoi. Puis je me suis découvert une ambition et un goût pour l'apprentissage en troisième année après le bac. Donc comme quoi tout peut arriver, même assez tard. Et j'ai intégré une grande école de commerce à ce moment-là, qui s'appelle l'EM Lyon. De retour à Paris, après 2 années passées à Lyon, je suis devenu avocat. Et j'ai exercé quelques années en tant qu'avocat, mais assez rapidement, je me suis consacré à ce que je préfère, c'est-à-dire l'enseignement. Et depuis une quinzaine d'années, avec Benjamin Charignon, mon associé, nous sommes donc les deux dirigeants de Cartésia Éducation. Au départ, on a commencé par préparer des lycéens pour les aider à réussir le tournant des études supérieures au sein des cours du Parnasse, qui est une prépa d'excellence que nous avons créée. Depuis cette année-là, en 2010, on n'a jamais cessé d'essayer d'inventer la meilleure des pédagogies pour nos élèves qu'on accompagne donc depuis 15 ans maintenant et à distance en particulier aujourd'hui. Et avec la méthode Aristote, qui est un programme d'accompagnement scolaire d'excellence pour les collégiens et les lycéens, c'est ce qu'on fait. On essaye de provoquer des déclics chez les collégiens et les lycéens, de leur donner la bonne méthode. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que vous avez pas forcément beaucoup de temps. Je voudrais vous parler de la classe de seconde. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. La classe de seconde, c'est une classe qui est déterminante, c'est l'entrée dans le lycée. Et il y a 5 changements qui attendent votre enfant. Dites-moi si vous voyez bien mes slides qui changent. 5 changements, et surtout si vous les voyez bien en grand, si c'est facile pour vous à lire. Normalement, vous devez voir en grand sur votre écran les 5 changements qui attendent votre enfant, puisque la seconde est une année charnière, une année de changement et d'adaptation. Les 5 changements, ce sont les suivants. Alors, si vous avez des enfants qui sont déjà des aînés qui sont déjà passés par là, vous allez pouvoir retrouver, je pense, des choses que vous avez déjà vécues. Et n'hésitez pas à témoigner du coup dans le chat ou à ajouter ou préciser des choses si vous le souhaitez, bien sûr. D'abord, c'est son environnement qui va changer l'année prochaine. En passant au lycée, vous allez voir. Ensuite, c'est ces relations sociales qui vont devenir plus centrales, encore plus centrales. Elles le sont déjà de plus en plus depuis la quatrième. Et bien, ça va être encore plus le cas en seconde. Sur le plan émotionnel, il y aura des montagnes russes, que vous avez déjà probablement rencontré avec le début de l'adolescence, mais ça va continuer. Les capacités intellectuelles vont évoluer. Il y a un développement neurologique qui continue de se faire. Et puis, évidemment, la seconde, c'est la classe où il faut commencer à se projeter dans l'avenir et ça n'est pas toujours agréable. Donc, je vais décortiquer d'abord ces 5 changements. Après, je vais vous dire un peu ce qui attend votre enfant en termes de méthodologie attendue en français, en maths aussi. Et puis, on va essayer de voir ensemble ce que vous pouvez faire pour l'aider. Et je vous dirai un peu ce que nous, on fait dans le cadre de la méthode Aristote. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout va bien? N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est clair. Et on démarre tout de suite avec le premier des 5 changements. Donc, c'est ce changement d'environnement en seconde. En collège, on a sa place. En général, ça y est, on a eu l'habitude depuis que le collège a démarré de trouver des repères. En seconde,
On va avoir l'impression de repartir de zéro. Je vous le dis, c'est important parce que même si votre enfant ne change pas d'établissement, il va changer de bâtiment le plus souvent, il va rencontrer de nouveaux enseignants, il va avoir un rythme de travail qui va être plus soutenu, il va faire face à des attentes scolaires globalement qui sont plus élevées. Donc l'objectif, c'est de vous dire tout ça pour que vous puissiez le préparer cet été, vous préparer aussi, et savoir un peu ce qu'il attend, c'est toujours bien pour appréhender ce changement sans stress. Parce qu'un changement, quand c'est anticipé, c'est jamais du stress. Quand c'est subi et quand on n'y est pas prêt, au contraire, ça peut mettre de la pression. Donc votre enfant va devoir, à partir de septembre, s'adapter, c'est-à-dire trouver des nouveaux repères. C'est une transition qui peut être enthousiasmante, comme je le disais, si on la prend avec sérénité, si on est conscient de ce qui nous attend, mais ça peut générer aussi du stress, de l'anxiété, de la peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça vous est arrivé forcément. Ça vaut peut-être le coup de se dire, on ferme les yeux quelques secondes et on se demande, on se rappelle lorsque nous-mêmes, ça nous est arrivé à l'époque. Je ne sais pas si on se rappelle, si vous vous rappelez de votre entrée en seconde, peut-être pas, mais vous vous rappelez probablement d'avoir poussé une porte inconnue avec le ventre noué sans trop savoir ce qui vous attendait derrière à l'occasion d'un changement de boulot, par exemple. On doit rencontrer des nouveaux collègues, un nouveau lieu de travail. Et cette porte-là, c'est lui qui va la pousser à partir de septembre. Il va avoir un peu la boule au ventre. Et donc, cette boule, on l'a tous eu déjà dans la vie, mais c'est important de se dire qu'elle se transmet de génération en génération. Et donc, avant de lui dire, allez, adapte-toi, il faut que ça aille vite, il faut se rappeler ce qu'on ressent. On ne devient pas un élève de lycée en une seconde, en un claquement de doigts, on le devient. Et c'est un virage qu'il faut réussir à prendre. Donc, c'est un environnement d'abord qui va changer. Deuxième changement important, c'est relations sociales. Elles vont devenir encore plus centrales. C'est à cet âge-là. Dites-moi peut-être d'ailleurs l'âge de vos enfants, parce que c'est toujours à peu près le même, mais il y a quand même parfois il y en a qui sont en avance, il y en a peut-être qui ont redoublé, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat l'âge qu'il a. 15 ans, me dit Audrey. Ben oui, à 15 ans. Le regard des autres n'est pas un détail, hein, tout à fait, vous le savez, c'est un miroir dans lequel on se regarde. Ce miroir influence énormément les comportements de l'adolescent et ses choix. Et notamment les choix comme celui qu'il va devoir faire à la fin de la classe de seconde, qui est le choix des spécialités. Donc, je vous le dis tout de suite, il faut l'avoir en tête, on est influencé, vous le savez, mais ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc, son groupe d'amis va constituer un espace essentiel qui va avoir un impact sur son travail et sa scolarité. C'est pour ça qu'on entend souvent à la méthode Aristote des parents nous dire, moi j'encourage telle relation, telle amitié parce que c'est quelqu'un qui travaille bien, ou au contraire j'essaie de décourager mon enfant de côtoyer cette fille ou ce garçon parce qu'en fait il travaille pas bien et je sais qu'il le tire vers le bas. Donc c'est vrai qu'il y a une influence sociale qui joue sur le travail, sur la scolarité, sur les décisions importantes. Les amitiés vont devenir plus profondes, plus centrales. Il y a des conflits qui naissent dans ces relations et qui vont avoir un impact émotionnel important, encore plus important que celui qu'on a quand on est adulte. Donc, faut l'avoir en tête. On se compare quand on rentre au lycée, beaucoup. On se demande ce qu'on vaut. On devient, quand on arrive en seconde, les petits des grands. En troisième, on était les grands des collégiens, les plus grands. Dans la cour de récré, en seconde, c'est le contraire, on est les petits parmi les plus grands. Et donc, il n'y a rien de plus impressionnant qu'un élève de terminale. Vous vous rappelez de ça probablement. Et donc, voilà, c'est un monde qui est un peu déstabilisant. Sur le plan émotionnel, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que l'adolescence et à cet âge-là continue d'entraîner des variations d'humeur importantes qui sont liées aux transformations physiques, hormonales, psychologiques. Et votre enfant va apprendre à de mieux en mieux se connaître, mais il n'arrive pas toujours à gérer ses émotions. Et donc, c'est important de le savoir. Un ado n'a pas mauvais caractère en soi, il a juste un corps qui est en plein changement, une usine hormonale qui tourne à plein régime, et il n'y a pas vraiment de notice de montage. Donc, en fait, il est un jour, il va se retrouver le roi du monde en pleine confiance, le lendemain, il va être désespéré, rien n'aura changé, sauf sa météo intérieure. Donc, il commence à savoir qui il est à 15 ans, il ne sait pas encore exactement quoi faire quand ça déborde. Et c'est souvent, on parle parfois d'une métaphore, c'est un conducteur qui connaît enfin sa voiture, mais il ne sait pas encore où il se trouve le frein, donc il ne sait pas s'arrêter. Ou alors, autre analogie possible, se connaître et se maîtriser, c'est comme deux étages différents. Ça y est, il vient en seconde, normalement, d'emménager au premier étage, se connaître, mais il n'est pas encore emménagé au deuxième étage, qui est se maîtriser. Donc, il va y accéder plus tard et ça suppose un peu de patience. Donc ça, c'est la partie émotionnelle. Sur le plan intellectuel, ses capacités de raisonnement abstraites vont continuer à se développer. Il va devoir
être capable, il va devenir capable de plus en plus d'analyser, d'argumenter, de mettre en relation des connaissances, de développer un esprit critique, et c'est ça qu'on va attendre de lui, justement. Je vais y venir, en français notamment. Ses compétences restent quand même en construction, il n'a pas acquis tout ça d'un coup, ça va se faire progressivement, et ça suppose un accompagnement adapté pour bien comprendre ce qui se passe dans sa tête, ce qu'on attend de lui. Et je vous le dis tout de suite, même si je pense que vous le savez, l'organisation du travail, la méthode, la gestion du temps constituent des points clés pour réussir. Beaucoup d'élèves décrochent en seconde, pas parce qu'ils sont devenus subitement idiots, bien sûr que non, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein, je vous le dis, la réussite en seconde, c'est l'organisation et la méthode. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Et donc, il va falloir être très vigilant là-dessus. Beaucoup d'élèves décrochent en seconde parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre ce virage. Et puis, le cinquième changement important, c'est que votre enfant va commencer à se projeter dans l'avenir. Il sait bien qu'en entrant au lycée, il entre dans le dernier chapitre de sa scolarité, en tout cas pré-bac. Et il sait bien qu'on va lui demander de choisir ses spécialités. Et il cherche encore son rythme, il ne se connaît pas bien. Et il va avoir, qu'ils vous le disent ou pas, peur de mal faire, de mal choisir. Il va peut-être s'emmurer dans le silence par moment. Il sait aussi qu'il a un mot qui s'appelle Parcoursup, dont il entend de plus en plus parler et qui commence à se rapprocher de lui, puisque l'année clé pour Parcoursup, vous le savez, c'est pas la terminale, c'est la première. Donc tout ça, on lui en a parlé déjà. Et donc, il sait que le bac aussi approche, le brevet est derrière lui. Maintenant, l'échéance qui arrive, elle est autrement plus sérieuse, c'est le bac. Tout ça va pour lui, représenter une forme de pression. Il va ressentir cette pression. Donc, il faut le savoir pour le mieux, pour l'accompagner au mieux. Et donc, j'en viens maintenant, après ces 5 changements, à ce que vous pouvez faire. Donc, moi, j'ai 4 enfants, mais je n'ai pas la prétention de vous donner des conseils de vie. Je vous dis juste ce qui, de notre expertise d'éducateur au sein de la méthode Aristote, et depuis une quinzaine d'années qu'on a accompagné des milliers d'élèves vers la réussite en les préparant à Sciences Po, aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs, ou en les aidant d'abord à réussir leur scolarité, ce qu'on a compris de ce qui fonctionnait. Donc, je vous restitue un témoignage. Votre rôle, est-ce que vous pouvez faire, c'est évidemment d'abord, j'enfonce une porte ouverte, mais j'ai envie de le dire quand même, assurer pour lui un cadre de vie sain. Le rythme de vie équilibré, c'est indispensable pour y arriver dans sa scolarité. Sommeil, veillez à ce qu'il ait un sommeil suffisant, une alimentation adaptée. La réussite scolaire dépend beaucoup de son bien-être général. Vous allez voir que je vais parler beaucoup de sportifs tout à l'heure, et je pense qu'on est un peu quelque part... on doit s'inspirer de ce que font les coachs sportifs des grands champions, parce qu'il y a beaucoup à retirer. La scolarité, c'est un peu un marathon quand même, et pour y arriver, il faut suivre, on peut s'inspirer des règles de vie des grands sportifs, et ça commence par avoir un cadre de vie sain. Alors ensuite, ce que l'adolescent qui entre au lycée attend de vous, qui vous le dise ou qui vous le dise pas, d'ailleurs il vous le dira pas, mais il attend ça de vous, c'est sûr, c'est d'avoir des repères clairs. Même s'ils revendiquent de l'indépendance à cet âge-là, ils ont besoin d'horaires stables, de règles familiales claires, le respect des personnes, les tâches de la maison, on y participe, chacun a ses règles, mais au moins il faut qu'elles soient claires. Les règles sur les écrans, l'usage des écrans, son téléphone, l'ordinateur, les règles sur les sorties, c'est vous qui les choisissez, ce qui compte c'est qu'elles soient connues, qu'elles soient cohérentes, j'ajouterais qu'elles soient expliquées. L'adolescent a besoin, il sent qu'il est en train de bénéficier de plus en plus de liberté, il faut lui expliquer que c'est super, c'est une chance, mais que à mesure que ces libertés augmentent, la responsabilité doit augmenter en même temps. En fait, ce qui compte, c'est d'offrir, j'aime bien cette analogie, à votre enfant un cadre sécurisant, un peu comme on met une rambarde sur un balcon, c'est-à-dire ça ne l'empêche pas de regarder au loin, ça va juste l'empêcher de tomber pour le cas où il se rapprocherait trop. Voilà. Autre conseil sur la nécessité de laisser son enfant autonome, il faut trouver un équilibre, et c'est pas facile, hein, évidemment, entre la présence qu'il attend de vous et l'autonomie. Donc il ne faut pas faire à sa place, il ne faut pas non plus être complètement absent, il faut réussir à trouver le bon équilibre, ça passe par beaucoup de discussions et de questions. Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide? Ou est-ce qu'on peut parler sur l'orientation, par exemple, et le choix des spécialités qui arrivent en seconde? Il faut multiplier les discussions, c'est très important, mais le faire de façon légère, de façon sans pression. Il n'y a rien de répéter toute la journée. Où en es-tu de ton projet? Est-ce que tu as réfléchi? En fait, c'est des questions qui sont
paralysantes un peu ces questions-là, elles sont compliquées, elles sont trop méta. Donc on peut y arriver autrement. C'est important quand vous recevez par exemple des amis à la maison, moi je trouve, moi ça m'avait beaucoup aidé en tout cas, ou des oncles, des tantes, des adultes, de leur demander de parler de leur métier. Mais pas de parler abstraitement de leur métier, de raconter une journée type. Qu'est-ce que tu fais? Ça ressemble à quoi ton métier d'avocat? Ça ressemble à quoi ton métier de médecin? Ça ressemble à quoi ton métier de comptable? Ça ressemble à quoi ton métier de financier? C'est quoi le marketing? Ce mot-là ne leur parle pas du tout. Il faut leur expliquer tout ça pour qu'ils puissent commencer à se représenter un peu le monde du travail, parce que la question des spécialités, bah, ça va être aussi la question demain de Parcoursup et après-demain des études supérieures, et tout ça, in fine, pour le métier de leur rêve. C'est ça qu'on essaie de faire aussi au sein de la méthode Aristote, c'est d'accompagner les élèves pour qu'ils aient le meilleur dossier pour Parcoursup, pour qu'ils puissent accéder ensuite au métier de leur rêve. Après, son choix de spécialité, il va rester le sien. Le but, c'est de l'aider à y voir clair, de prendre une décision avec lui qui soit éclairée, mais c'est lui qui va la choisir. Donc le but, c'est pas qu'il ait l'impression que vous voulez décider à votre place, mais ça, je pense que vous le savez. Alors quelque chose qui compte beaucoup à cet âge-là aussi, ça va être de valoriser les efforts beaucoup plus que la perfection, beaucoup plus que le résultat. L'intention, en fait. Les erreurs, vous savez, c'est des occasions d'apprendre. Moi, je me suis souvent raccroché à cette phrase que j'aimais bien, qui disait que le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais faire 2 fois la même erreur. Il y a plein de citations inspirantes qui parlent un peu de la même chose. Je vous en donne quelques-unes que j'ai empruntées au domaine sportif, parce que je sais que beaucoup d'adolescents peuvent être plus inspirés parfois par des champions que par leurs profs, par exemple. Donc, si on aime le basket, bah Michael Jordan, immense champion, a dit cette phrase que je trouve assez forte et qui peut parler peut-être à votre enfant. Il dit « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi je réussis. » Donc ça, c'est pas un vieux prof moralisateur qui dit ça, c'est Michael Jordan. S'il préfère le tennis, Roger Federer dit à peu près la même chose quand il dit au tennis la perfection est impossible. Sur les 1526 matchs de simple que j'ai joué au cours de ma carrière, je n'ai gagné que 54% des points. Même les joueurs les mieux classés gagnent à peine plus de la moitié des points qu'ils jouent. Donc c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est qu'on prenne un moment après pour savoir pourquoi. Exemple qu'un élève ne fait jamais, mais nous qu'on fait beaucoup à la méthode Aristote, c'est qu'on passe du temps dans les copies de nos élèves. Si votre enfant a eu une copie avec un 8 sur 20, génial en fait. Ça va être, enfin pas génial, mais en soi, c'est pas grave, à condition qu'on utilise cette copie comme un moyen de progresser. Il y a dans la copie d'un élève des leviers de progression considérables. Il y a une information très riche sur ce qu'il ne sait pas, sur les erreurs qu'il a faites et qu'il va refaire la fois d'après. Donc le 8 sur 20, en fait, il peut être même une chance à condition qu'on y consacre du temps. Si en revanche, on regarde juste la note et qu'on ne regarde pas les appréciations des profs et qu'on ne passe pas du temps dans sa copie, qu'on range la copie dans un tiroir aussitôt qu'on l'a reçue, en fait, on va à nouveau avoir 8 sur 20 la fois d'après. C'est pour ça que je vous dirais ensuite comment on peut profiter de l'été pour travailler dans les copies de son enfant. En fait, les brevets blancs, par exemple, que votre enfant a fait cette année, recèlent de trésors, d'informations qui disent beaucoup de ses lacunes accumulées depuis des années en français et en maths. Si on peut le faire travailler là-dessus, c'est une remise à niveau considérable. On peut combler des lacunes comme ça. Donc c'était la logique de l'échec. Il faut pouvoir valoriser, encourager son adolescent, lui faire confiance. Moi, je sais par exemple une anecdote personnelle que quand j'étais étudiant, mes parents me faisaient confiance, par principe. C'est-à-dire que quand j'allais à mes examens, ils me disaient le matin, quand je franchissais la porte, je me rappelle comme si j'étais hier, j'avais 18 ans, ils me disaient « On sait que tu vas y arriver, parce qu'on te fait confiance. » Et mon meilleur copain à l'époque, avec qui je révisais, ses parents, ils lui disaient exactement le contraire. Ils lui disaient « Non mais je suis sûr que tu vas encore te planter. » Et bien à la fin, je réussissais, et lui il se plantait. On ne peut pas expliquer ça uniquement à travers ce que me disaient nos parents, mais quand même, ça jouait beaucoup. Donc il faut qu'il sente que vous lui faites confiance, et qu'il la mérite, il faut qu'il la mérite cette confiance, mais il faut qu'au fond du fond, vous pensez qu'il peut y arriver parce qu'il a des qualités pour ça. S'il se sent nul, par exemple, il faut lui rappeler que rien n'est déterminé. On peut être mauvais élève pendant des années et tout d'un coup se révéler. On a tous une heure de gloire dans la vie. Par exemple, moi, comme je vous le disais, je n'avais pas été un bon collégien ni un bon lycéen. Puis finalement, j'ai pu réussir à faire une grande école de commerce que seuls les élèves qui ont fait une classe prépa et qui sont les tout meilleurs lycéens, en principe, réussissent. Et quand je retourne
parfois à des pots d'anciens élèves de lycée, ben ça m'amuse toujours de voir que ceux qui étaient premiers de la classe en première, en terminale, sont pas du tout ceux qui ont fait les meilleures études. J'ai fait des meilleures études qu'eux, alors que j'étais très loin derrière eux dans le classement. Donc ce qui compte, c'est pas ce qui est passé, c'est ce qui va se faire devant soi, c'est ce qu'on va faire devant nous, devant soi. Et en fait, il est possible au collège, au lycée, de se révéler complètement. Nous, on a des exemples nombreux à la méthode Aristote d'élèves qui tout d'un coup ont un déclic, et c'est ça qu'on essaie de provoquer avec nos élèves, et tout d'un coup passent de mauvais en maths à très bon en maths, mais très très bon, mauvais en français à très bon en français, ou pas intéressé par l'école à tout d'un coup travailleur, et ça y est, ça décolle d'un coup. Donc on peut tout à fait changer complètement, rien n'est déterminé. Ok. Et quelque chose qui marche aussi très très bien, c'est je trouve, de développer le goût de l'effort, en fait. Là aussi, je m'inspire encore d'un sportif parce que c'est souvent je trouve des modèles et puis ils sont souvent très jeunes. Léo Marchand, que vous connaissez, il était encore au lycée il y a 2 ans, je crois, donc c'est complètement fou. Lui, il dit un truc intéressant. Il dit la motivation émotionnelle, un jour on l'a. La motivation, pardon, est émotionnelle. Ça, c'est intéressant, la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant travaille ou travaille pas? Ça, c'est les ressorts profonds de la motivation. Il faut qu'on arrive à les créer. Et c'est vrai que quand on est parent, bah, on n'est pas souvent les mieux placés pour arriver à créer ces conditions de motivation. Je le vois moi-même. Moi, je passe mon temps à coacher des collégiens et des lycéens, mais quand c'est ma propre fille, elle ne veut pas entendre parler de moi, elle ferme la porte. Bon, donc je suis moins bien placé, c'est normal. Il faut toujours un tiers de confiance qui joue ce rôle à sa place. Le parent est toujours, par rapport pour un adolescent, celui qui a tort, celui qu'il ne faut pas écouter. Voilà. C'est pas grave. Mais il faut comprendre quand même que ces ressorts de motivation, si c'est pas vous qui êtes les mieux placés pour le lui donner, on peut les trouver quand même. Léon Marchand, qu'est-ce qu'il raconte? Alors lui, c'est pas ses parents, c'est ses coachs. Donc ils disent quoi? Il dit la motivation, elle est émotionnelle. Un jour on l'a, le lendemain on l'a pas. C'est très fluctuant. Ceux qui gagnent les compétitions ne sont pas forcément ceux qui sont les plus motivés, mais ceux qui sont les plus constants. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la motivation feu de paille, c'est la motivation qui dure sur le temps, la constance. Il dit, Léon Marchand, 80% des jours où je me suis entraîné, j'avais pas envie d'y aller. J'avais aucune envie de me lever à 5 heures du matin pour sauter dans l'eau. Et on y va pourquoi? On y va parce que le groupe nous attend, parce que l'entraîneur nous attend, parce qu'on a créé une routine et après ça devient automatique. C'est ça qu'on essaye de créer avec nos collégiens et nos lycéens. On peut parler aussi de la volonté, parce que je trouve ça très intéressant. La volonté, c'est en fait une qualité indispensable chez les champions et qu'on retrouve aussi chez les bons élèves. Je ne sais pas si vous connaissez Eileen Gu, qui est une championne sino-américaine de ski acrobatique, qui a été la plus titrée de l'histoire et l'athlète la mieux rémunérée au JO d'hiver de Milan, là. Et il y a un interview extraordinaire que je vais peut-être vous mettre à la fin, pas maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez beaucoup de temps, mais qui dure 1 minute 30, pendant lequel elle est interviewée par cette journaliste qu'on voit à gauche, qui lui dit je voudrais savoir un peu ce qui se passe dans votre tête, parce que c'est une femme qui est capable de parler de façon très organisée, très articulée, pas juste de sa réussite, mais aussi d'astrophysique, d'aérodynamie, de politique et de géopolitique. Et donc, cette femme-là, elle a en fait, au-delà de ses médailles, ses exploits, une volonté de progresser, pas de réussir, de progresser, qui est très frappante. C'est-à-dire qu'elle se regarde, elle rentre dans sa tête et elle essaie d'analyser ce qui se passe dans son cerveau. Et elle cherche en permanence comment elle peut devenir meilleure demain. Et c'est ça qui est extraordinaire chez elle, c'est qu'elle est en progression permanente et elle est sa propre coach en quelque sorte, et elle parle beaucoup de sa neuroplasticité, sa façon de penser. C'est très inspirant, je trouve, parce que c'est ça. Si on arrive à faire ça avec un collégien et un lycéen, c'est-à-dire à lui dire qu'est-ce qui se passe dans ta tête, essaie de comprendre pourquoi tu as échoué, pourquoi tu as réussi, là il y a un déclic qui se crée. Donc ça c'était un peu le volet mental qui compte beaucoup quand on arrive au lycée. Et je voudrais parler maintenant un peu plus pratiquement, un peu plus précisément des attentes scolaires. Qu'est-ce qui attend votre enfant en seconde, en français et en maths? Alors ce qui change en français d'abord, il faut l'avoir en tête. Vous me dites si je vais trop vite dans le chat. Vous me dites s'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Comme j'ai pas de réaction parce que j'ai coupé les micros et les caméras, je suis un peu dans le noir par rapport à vos réactions. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. Si vous voulez que j'aille moins vite ou plus vite ou que je change de thème, c'est possible évidemment. Super, merci, je vois les petits pouces, donc tant mieux. Salima, Alexandra me disent que ça leur plaît, que c'est très intéressant, tant mieux. Ce qui change en français.
Alors, dans l'équipe de la méthode Aristote, on a des profs de français, donc je peux vous dire, et des profs de maths aussi. On a longuement étudié hein, les ressorts, les attentes des profs au lycée, ça change. En français, qu'est-ce qui se passe? En troisième, votre enfant disait des nouvelles, par exemple Maupassant, et on lui demandait de raconter ce qui s'y passe. Alors au brevet, on commençait à lui dire il faut essayer d'analyser l'intention de l'auteur quand même, mais globalement, on était quand même assez centré sur l'histoire. En seconde, on va lui mettre Baudelaire, Rabelais entre les mains et on va lui demander de commenter. Pas de raconter, de commenter. Donc le collège, ça a invité en français à suivre une histoire. Le lycée, ça va exiger de décortiquer chaque phrase pour commenter. Et ça, c'est la première préparation directe au bac de français. La forme des épreuves change aussi, puisque ça y est, on doit rentrer dans le monde de la dissertation. Et qui dit dissertation dit méthode, méthode très claire, attendue. Le but d'une dissertation, c'est vraiment de respecter un process, de respecter un peu, on dirait un template, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce que le correcteur attend. Et si on connaît cette méthode, tout d'un coup, les notes décollent. C'est très important de le savoir. Je peux vous dire que mon associé qui est agrégé de français, qui a donné énormément de cours, a su faire décoller complètement nos élèves grâce à cette méthode qui est quand même, j'ose le dire, pas toujours très bien enseignée dans les collèges et les lycées. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'été pour donner goût, redonner goût à la lecture si votre enfant n'a pas l'habitude de lire? Je vous propose 2 livres qui peuvent donner envie. D'abord, Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, parce que c'est parmi les classiques, un de ceux qui est les plus faciles à lire. C'est une aventure extraordinaire. Et si votre enfant est impressionné par la taille, parce qu'Alexandre Dumas, c'est quand même un sacré pavé, bah, il y a les livres de Maurice Leblanc, qui est l'inventeur de Arsène Lupin, et notamment Le Gentleman Cambrioleur, que je peux vous recommander, qui est son premier livre. L'avantage, c'est que ce sont des petites nouvelles. Donc là, c'est l'extrême inverse, par contraste avec Alexandre Dumas, qui est vraiment l'extraordinaire roman facile à lire, mais quand même un sacré pavé. Il y a aussi, si vous voulez que votre enfant se mette ou se remette à lire, plus simplement, Gentleman Cambrioleur, de Maurice Leblanc, c'est les histoires d'Arsène Lupin. Et là, c'est des petites histoires, 25 pages, 30 pages. Il y a une énigme, il y a un crime, il y a un cambriolage. C'est extrêmement facile à lire et ça peut redonner envie de lire. Okay, en maths, qu'est-ce qui change en maths maintenant? Alors, le collège, c'était le moment où on enseignait des outils. Alors, quand c'est un refus catégorique de lire, Salima, alors moi, j'ai un truc que je fais avec mes enfants, mais ils sont... je ne sais pas si ça marche avec un enfant qui est en seconde. C'est de le lancer. C'est-à-dire un truc qui marche bien, c'est s'il accepte, pas sûr, hein, mais s'il accepte, vous mettez avec lui sur un canapé, prenez Gentleman Cambrioleur, c'est vous qui lisez les 5 premières pages, et si vous avez lu avec le bon ton, normalement, le génie de Maurice Leblanc va prendre le relais, et il va être happé par l'histoire. Et ensuite, vous posez le livre au bout de 5 pages, ou au bout de 8 pages, il ne va pas vouloir le prendre peut-être devant vous, mais peut-être que vous allez vous l'apercevoir dans sa chambre en train de finir la nouvelle, parce que l'énigme, enfin le suspense aura déjà été posé, il aura envie de savoir qui est le tueur ou qui est le cambrioleur. En tout cas, il faut essayer, mais il ne faut pas l'imposer, il faut lui donner le goût en fait, il faut que ça lui plaise, quoi. En maths, qu'est-ce qui change? Alors je vous disais, au collège, on enseigne les outils pris séparément, les nombres relatifs, les équations, les théorèmes, et on demandait d'appliquer chacun des outils. Chaque exercice avait son outil, on appliquait l'outil, on avait la bonne réponse. La seconde, il y a un changement de logique, puisqu'on va essayer de faire travailler ensemble dans un même exercice plusieurs outils. On ne va pas dire à l'élève lequel il doit utiliser. Chaque outil pris seul reste assez simple à utiliser, mais la combinaison des outils devient un obstacle, une difficulté supplémentaire, en fait. C'est un peu comme si en fait, au collège, on donnait une clé à un enfant en disant « ouvre cette porte ». Au lycée, on dit « voilà le trousseau de clés, débrouille-toi pour trouver celle qui va ouvrir la porte ». Et c'est pour ça qu'on trouve un profil d'élève assez classique en seconde, qui est celui des élèves qui n'ont jamais été mauvais en maths, mais qui tout d'un coup décrochent. On entend ça tout le temps. Un élève qui, les parents nous disent « il n'y a jamais de problème en maths, mais là, depuis le début de la seconde, je ne sais pas ce qui se passe, il commence à décrocher, les notes chutent ». Très classique. On sait pourquoi. Pas parce qu'il a perdu le niveau, c'est parce que la seconde ne teste plus un outil pris séparément, elle teste l'articulation entre plusieurs outils. Et la complexité, c'est rien d'autre qu'une juxtaposition de gestes simples. Vous prenez un service au tennis, qui est le geste le plus complexe, un des plus complexes à réaliser,
En fait, si on découpe le service, eh ben, en fait, il faut lancer la balle, ça c'est facile. Mettre la raquette derrière son dos, c'est facile. Taper quand la balle descend, chacun de ces gestes pris séparément, il est très simple. Mais l'enchaînement de tous ces gestes, ça devient complexe. C'est un peu ça ce qui se passe en maths. Et en plus, il doit trouver lui-même, en fait, le bon outil, celui qui est attendu. Et donc, ça aussi, c'est une méthode qui est un peu nouvelle. Alors, la méthode en général, j'y viens parce que nous, on s'appelle la méthode Aristote. C'est pas pour rien, parce qu'on est passionné de méthode en tant qu'elle est un outil pour décoller. Et on s'appelle Aristote au passage, anecdote, petite respiration, parce qu'Aristote était le professeur particulier, le précepteur d'Alexandre le Grand quand il était adolescent. Entre ses 12 et 17 ans, il a eu la chance d'avoir Aristote lui-même qui venait donner cours à la maison. Et nous, on a la prétention, avec les méthodes d'Aristote, d'arriver avec tous nos coachs et toutes nos plateformes pédagogiques. On essaye, prétention, c'est une intention, mais je crois qu'on est sur le bon chemin pour y arriver, de réinventer le soutien scolaire avec un apprentissage d'excellence qui permet d'avoir, peut-être pas aussi bien qu'Aristote, mais en tout cas, de s'en rapprocher au maximum. Ce qui change en termes de méthode, c'est quoi? D'abord, il y a un changement important, c'est qu'en seconde, le prof va arrêter de parler lentement pour que les élèves prennent en note tout ce qu'il dit. Il va parler comme je parle là, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter. Et donc, ce sera à l'élève de prendre des notes efficacement. Il ne pourra pas tout écrire. Il ne pourra pas recopier mot après mot tout ce que dit le prof. Et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça va lui demander de faire un tri, ça va lui demander de sélectionner les informations, de les reformuler, et il va devoir du coup se mettre à penser. Parce que écrire mot à mot, c'est mettre la main au travail et laisser la tête au repos. En fait, reformuler, choisir, sélectionner parmi ce qui a été dit, ce qu'on met sur sa feuille, ça suppose de commencer à penser. Et en seconde, c'est ça qu'on vous demande, de penser en direct. Pas de transcrire en mode sténo, mais de penser, de reformuler. Alors, il y a des techniques, évidemment, vous les connaissez, vous les employez probablement, et notamment les abréviations. Donc, je vous ai mis ici tout un tas de tableaux qui sont les abréviations qui vont permettre à votre enfant, quand il sera l'année prochaine en seconde, de gagner du temps. Il y a des abréviations sur des mots liaisons, j'en ai mis plusieurs. Il y a des abréviations qui sont d'usage général. Vous voyez, par exemple, on n'écrit pas numéro, on écrit N petit 0, ça paraît évident pour vous, mais c'est peut-être pas évident pour lui. Il y a des abréviations qui sont propres au français, des abréviations qui sont propres aux sciences, d'autres qui sont propres à l'histoire et à la géographie. On vous enverra le document par mail avec le replay de cette conférence, comme ça vous pourrez retrouver ça. Alors, il y a aussi des nouvelles exigences par matière. C'est très important d'avoir ça en tête. En seconde, on commence à attendre des élèves une argumentation. En histoire, on demande d'argumenter plutôt que de réciter des faits. En maths, on demande de justifier chaque étape d'un raisonnement. Et c'est très important de s'arrêter sur chaque étape d'un raisonnement. C'est à la fois, c'est la même logique en fait. Ce qu'on attend en maths, en français, en histoire, c'est de dérouler une pensée de façon articulée en expliquant chaque idée et l'enchaînement de ces idées. Et c'est là que les connecteurs logiques, dont il a déjà entendu parler, bien sûr, ces petits mots qui sont or, cependant, ainsi, ces connecteurs logiques vont être absolument clés pour la réussite en seconde et au lycée en général. Les connecteurs logiques, c'est un peu comme la signalisation routière d'un texte, en fait. Si on ne les repère pas, on finit dans le décor. Quand on veut argumenter, on se trompe complètement. Cependant, par exemple, c'est pas du tout un mot de remplissage. Quand l'auteur utilise cependant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attention, c'est un virage serré, je change d'idée. Ou plutôt, l'idée change de direction. C'est plutôt ça. L'idée change de direction, c'est pas je change d'idée. Et donc, il faut qu'il soit très vigilant, votre enfant, à ces connecteurs logiques, qu'il sache les repérer dans un texte, qu'il sache les utiliser lui-même. Et il y a des trucs à savoir. Comme en histoire, il va y avoir beaucoup d'informations dans les cours, mais elles n'ont pas toutes la même importance. Il y a des dates qui vont compter plus que d'autres, par exemple. Il y a des dates qui sont un peu comme des clous qui tiennent toute la charpente. Si on ne les a pas, tout l'édifice ça va s'effondrer au moment de la dissertation. Il y a d'autres dates qui sont moins importantes. Il faudra qu'ils sachent trier et ne pas forcément tout retenir autant. En termes de méthode, je continue. Ce qui change en seconde, c'est qu'il va falloir anticiper davantage. Les contrôles sont annoncés 2 à 3 semaines à l'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les préparer, non pas la veille,
mais 2 à 3 semaines à l'avance. On les prépare dès la première semaine, pas la veille. C'est ça qu'on fait avec nous, nos élèves, au sein de la méthode Aristote, c'est qu'on organise pour chacun un plan de travail qui n'appartient qu'à eux, qui est leur plan de travail, qui leur permet de se projeter dans le temps. La méthode, c'est aussi ça, c'est gérer le temps. Et c'est vrai que neurologiquement, quand on a 15 ans, on n'est pas armé comme un adulte parce qu'on n'appréhende pas le temps de la même façon. Et donc, il faut les aider, leur donner des outils méthodologiques pour y arriver. Il y a des enfants qui y arrivent très bien, d'autres non. Il faut aussi prendre le réflexe de relire ses notes, idéalement le plus vite possible, le plus tôt possible après les avoir prises, idéalement chaque soir, et pas juste avant l'évaluation, sinon on se rappellera plus de ce qu'il a voulu dire, de ce que le prof a voulu dire. Donc il faut ancrer, idéalement, prendre des réflexes, et c'est pas facile de lui relire ses notes le soir, mais si on pense à ce que disait Léon Marchand, il disait quoi, Léon Marchand? Il disait, moi, j'avais pas envie de me lever chaque matin à 5 heures du matin pour aller me jeter dans l'eau. Mais je le faisais pourquoi? Parce que j'étais attendu, et surtout parce que ça donnait une routine à un moment donné. Donc si on arrive à créer une routine auprès du lycéen, pour que chaque soir il relise les notes de la journée, ça va être un peu pénible au début, c'est contraignant au départ, mais ensuite ça devient une routine et c'est gagné. Ensuite, il faut bien se dire que globalement, le collège, on demandait d'écouter et de recopier. Au lycée, on va demander d'écouter, de trier, de reformuler. Tout ça en même temps, c'est un nouveau métier en fait d'élève. Le métier de lycéen n'est pas le métier de collégien. C'est pas les mêmes outils, c'est pas la même méthode, ça va pas à la même vitesse, d'accord? Et il y a un mode d'emploi qu'il faut connaître. Alors, ce qu'il faut éviter en tant que parent, ben évidemment, c'est de lire les premières notes du lycée comme un verdict. Début septembre, octobre, ça va pas. Il y a une baisse ponctuelle des résultats. Faut pas être alarmé pour autant. Hein, on écoute, on discute, on a confiance et on prend le sujet tôt dès qu'il arrive. Hein, on n'attend pas la fin du premier trimestre, mais on s'alarme pas pour autant. Une moyenne qui baisse au lycée, ça dit souvent la même chose. Ça dit souvent que la méthode du lycée n'est pas encore acquise. Et c'est normal, c'est normal. En fait, c'est vraiment rare, les élèves qui maintiennent. Il y en a un qui accélère en seconde, il y en a qui décollent en seconde, très vite. C'est rare. La majorité des élèves, il y a un flottement au début de l'année, ça s'appelle un ajustement. Au vu de tout ce que je viens de dire, c'est normal. Ça vous serait arrivé à vous aussi, c'est normal. Ça vous est arrivé d'ailleurs peut-être à vous aussi. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut juste repérer le signal assez vite et essayer de comprendre comment on peut l'aider, et c'est-à-dire de lui expliquer ce qu'on attend de lui. Et il faut lui expliquer que le premier de sa classe, dans 99% des cas, il n'est pas plus intelligent que lui. Dans 99% des cas, il n'a pas non plus de connaissances que lui. Il a juste une bonne méthode et une bonne organisation. Méthode et organisation. S'il maîtrise ça, en fait, la note va décoller, les notes vont décoller complètement. Ça se joue beaucoup là-dessus au lycée. Alors, il faut du travail aussi. Je n'ai pas dit, mais ça va de soi. S'il ne travaille pas du tout, ça ne marchera pas. Mais je veux dire, l'intelligence, c'est un mot qui est vraiment complètement galvaudé. Et en fait, quelque part, c'est très important de se dire que ça n'a rien à voir, en fait, les résultats scolaires et l'intelligence, presque. Alors, qu'est-ce qui compte plus que l'intelligence? À mon sens, c'est le grit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot. C'est un mot que les Américains utilisent beaucoup. Et c'est un mindset d'ailleurs un peu d'Américain. On peut détester les Américains peut-être, mais il y a quand même des trucs intéressants à prendre chez eux. En tout cas, moi, ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ont une confiance énorme. Mais les Anglais ont un peu la même chose d'ailleurs. Les pays anglo-saxons, c'est qu'ils arrivent à donner à leurs enfants dans leur scolarité souvent confiance en eux, estime de soi. Et du coup, il y en a beaucoup qui acquièrent ce qu'on appelle le grit. Le grit, je vous lis cette phrase que je trouve très inspirante, c'est quoi? Ça désigne la capacité à vouloir, à ne pas se résigner, à persévérer, à agir, à avoir la ténacité pour vaincre les obstacles. On l'associe souvent à la résilience, à l'ambition, à la volonté et à s'en tenir à un projet long terme malgré les difficultés. Et les recherches montrent que les gens qui ont le grit, qui le développent, en fait, réussissent dans la vie dans à peu près tous les domaines. Alors, comment est-ce qu'on acquiert le grit? La bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas inné, ça ne tombe pas du ciel, ça n'est pas génétique. Le grit, ça se cultive, ça se développe, ça se fabrique. Et notamment en ayant une attitude positive devant les difficultés, en étant tenace et en se nourrissant de petits plaisirs liés à un effort, puis à un effort plus long. Par exemple, si vous courez jamais, vous faites 1 kilomètre, le lendemain, et le dimanche suivant, vous faites 1,5 km. Le dimanche d'après, 2 km. Le dimanche d'après, encore 2,5 km. C'est des efforts de plus en plus longs, un petit peu plus longs à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on cultive ce qu'on appelle le grit, l'envie d'aller plus loin. Le grit, il peut s'acquérir avec les autres. Le grit, il vient de l'entourage beaucoup. Il peut être contagieux. Les copains, bien sûr, mais ça peut être vous aussi, ça peut être nous aussi. C'est aussi notre mission à la méthode Aristote. En fait, il faut être
au milieu de gens qui ont un projet de vie, qui ont envie d'y arriver, et ça crée une émulation qui est un peu ce qu'on retrouve dans une équipe sportive, en fait. Et c'est cette force mentale qui compte aussi énormément parce qu'après, elle explique comment on peut s'organiser. Donc, voilà, j'avais dit que je durais une demi-heure, il est 40 minutes. Ça fait 40 minutes qu'on a démarré. On propose, si vous le souhaitez, pour préparer la rentrée en seconde, cette classe un peu déterminante, un stage de pré-rentrée fin août, si vous le souhaitez, pour retrouver les bases, parce que souvent, après 2 mois d'été, on a les neurones un peu endormis, et surtout pour combler des lacunes et pour donner la fameuse méthode et l'organisation du travail qui est si indispensable pour le lycée. Ça permet de démarrer l'année avec un départ lancé. Ça se passe fin août, la 3e ou la 4e semaine. Vous choisissez, c'est des cours en petits groupes, 8 élèves max, qui sont pris en charge par des enseignants, des vrais profs de métier, expérimentés. Et je vous le dis tout de suite parce que comme on m'a soufflé ça avant le live, le prix du stage, il y a une remise pour tous ceux qui ont participé au live ou qui suivent cette vidéo, à condition de vous inscrire jusqu'au 11 juillet, c'est samedi prochain. C'est plus de 260, c'est 220 €. Voilà, ça, c'est la partie un peu commerciale, je suis désolé, mais en fait, c'était important quand même que je le fasse savoir. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, et si vous voulez vous inscrire, il suffit de prendre rendez-vous, je vous mets un lien dans le chat. Et puis, il y a une autre chose que je peux vous proposer, qui est à mon avis assez complémentaire du stage de pré-rentrée, c'est d'arriver, si vous pouvez faire ça, ça va changer beaucoup les choses, remettez la main sur les brevets blancs de vos enfants. Un brevet, ne serait-ce qu'un brevet blanc en français, un brevet blanc en maths. C'est quoi remettre la main sur un brevet blanc? C'est la copie de votre enfant et le sujet associé. Si vous arrivez à faire ça, vous prenez ça en photo, vous l'envoyez à l'adresse contact@méthode-aristote.fr et nous, on va analyser les erreurs de votre enfant, les lacunes de votre enfant, et on va vous proposer, on va vous envoyer un petit bilan, un petit diagnostic avec des exercices de remédiation, et ça, c'est complètement gratuit. Okay, si vous nous envoyez un brevet blanc et ou un brevet blanc de maths et ou de français, la copie de votre enfant pris en photo et le sujet associé, j'insiste, vous allez avoir de notre part une réponse sous forme de diagnostic avec des exercices à faire, et tout ça sera gratuit. Oui, Delphine, absolument, il faut nous écrire, mais pas de problème. Et pour bénéficier de la réduction, je vous le redis parce que je ne l'avais pas dit, je suis passé un peu vite, il faut que quand vous avez quelqu'un au téléphone, pour vous inscrire, vous disiez que vous avez participé au live. En fait, c'est ça qui permet d'avoir la réduction et de passer de 260 à 220. Et oui, si vous êtes déjà inscrit, bien sûr, Delphine, on vous l'appliquera rétroactivement, cette réduction. Voilà, est-ce que j'arrête de... Je vais juste vous montrer, si vous avez encore une minute, peut-être cette vidéo que je trouve hyper intéressante quand même, sur cette artiste, cette sportive, qui explique un peu comment elle gère son mental. Je trouve ça très, très inspirant pour les collégiens. Alors, vous allez me dire si vous voyez correctement. Normalement, j'inclus le son. Voilà. Mais tout de suite, on va voir ce qu'elle dit. C'est traduit normalement. Hop. Hop. Alors. But it's not really like in an egotistical kind of way. It's in like a tinkering, like a scientist kind of way. I'm always like trying to modify. I'm trying to think, how can I be better? How can I approach my own brain the way that I approach my craft of free skiing, so that I can be better tomorrow than I was today? Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en gros, ce qu'elle dit, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ce qu'elle dit, c'est, on lui demande comment elle est très introspective, elle réfléchit beaucoup, et la journaliste lui demande de l'emmener, si elle peut nous emmener dans son cerveau. Elle dit, I spend a lot of time in my head. Je passe beaucoup de temps dans ma tête, elle analyse beaucoup ce qu'elle fait, comment elle pense, ses erreurs, et du coup, elle a compris ce qu'on essaye, nous, d'enseigner aux élèves, c'est qu'elle a en elle les moyens de progresser toujours un peu plus. Et donc, elle se voit progresser, elle se nourrit de ça. C'est très rare, hein. C'est des cerveaux très hors normes, hein, des gens capables de faire ça. Mais les outils qu'ils utilisent, ils ne sont pas du tout hors normes. Ils sont faciles et on peut tout à fait les utiliser. Voilà, ça m'intéresse de savoir si ce live vous a intéressé ou pas. Dites-moi dans le chat ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, pour que je puisse en tenir compte pour la suite. Et améliorer les choses, parce que comme moi je m'inspire aussi de cette athlète, j'ai besoin d'avoir des feedbacks. Donc à vous, allez-y, si vous voulez bien me mettre dans le chat vos retours, si ça vous a intéressé, s'il y a des choses que vous auriez aimé que je développe davantage, faites-moi de vos feedbacks, j'en tiendrai
évidemment compte pour les prochains lives. Dites-moi aussi s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochains lives. Je suis à votre disposition. Je suis très preneur de vos retours. Et oui, on a des accompagnements pour les élèves avec des besoins éducatifs particuliers, en effet, TDA, TDAH et les 10. On aura l'occasion de vous en parler si vous souhaitez. Et je pourrais d'ailleurs faire un live sur le sujet si ça vous intéresse. Il faudra me dire, voilà, dites-moi dans le chat s'il y a des thèmes comme ceux-là que vous voulez que j'aborde. Et je vous remercie de votre participation. Comment prendre des notes efficacement en seconde? On en parlera pendant le stage de pré-rentrée, absolument. Est-ce que vos professeurs ont tous la même méthode? Bien sûr, on se met tous d'accord et on est tout à fait alignés et on harmonise, on accorde nos violons. La méthode Aristote, elle est partagée par l'ensemble des profs de l'équipe, tout à fait. Donc prendre des notes en seconde, tout à fait. Tout se fait à distance, hein, Rosello. On n'a pas de cours en présentiel. Et oui, bien sûr, vous pouvez montrer le replay à votre fils sans problème. Aucun problème si vous pensez que ça peut l'intéresser, avec plaisir. Les infos sur le stage, vous l'avez dans le... Je crois que je peux peut-être vous mettre une brochure. Je vais essayer de vous envoyer une brochure tout de suite. Et vous pouvez appeler si vous voulez. Alors, ça n'a rien à voir. Les cours du Parnasse, c'est de la préparation pour les concours qu'on passe en terminale. C'est pas du soutien scolaire. Donc, nous, on n'intervient pas au même moment. Oui, et le replay vous sera envoyé par mail. Et je vais vous envoyer la brochure pour le stage de pré-rentrée. Je vais vous la faire envoyer par mail, ce sera plus simple. Comme ça, vous aurez le replay et vous aurez tout. Et non, alors pour répondre à votre question, vous avez raison, TSA, non, on n'a pas spécifiquement, Alexandra, d'accompagnement pour ces élèves-ci. On a des élèves, on a des accompagnements pour les TDA, TDAH, 10, TSA. Je ne préfère pas m'avancer parce que je ne veux pas vous faire de promesses que je ne pourrais pas tenir. Voilà. Donc, je vous envoie tout ça par mail. Vous aurez le replay, vous aurez le support également, ainsi que la brochure pour le stage de pré-rentrée. Et si vous voulez vous renseigner, vous prenez un rendez-vous et on vous expliquera tout par téléphone. Et vous pouvez évidemment profiter de cette remise si vous inscrivez avant samedi prochain. Voilà. Merci Sandrine, merci Alexandra, merci Mathilde. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci de vos feedbacks, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours et j'espère que tout va bien se passer. Il faut le prendre avec quand même optimisme, hein, enthousiasme. Il faut juste, c'est un virage, il ne faut pas rater, il faut bien le négocier et à nouveau, la méthodologie fait beaucoup. Et puis, l'envie de travailler, c'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est aussi de donner envie aux élèves. On fait des lives de méthodologie qui s'adressent à eux, hein, comme vous le savez peut-être. L'objectif de ces lives, c'est qu'à la fin du live, ils aient envie de s'y mettre. Un peu comme quand on regarde Roger Federer jouer au tennis, à la fin, on se dit « Allez, j'ai envie de prendre une raquette ». Je ne dis pas qu'on est des Roger Federer, mais n'empêche on est beaucoup passé par là quand même et on sait, je crois, expliquer aux élèves ce que leur prof leur explique, mais un peu différemment pour leur donner envie. C'est ça aussi notre idée. Moi, comme je vous le disais, j'étais un collégien lycéen qui était un peu malheureux à l'école et je pense qu'on peut présenter tout le programme de façon un peu différente pour donner envie de s'y mettre. Et puis, il faut, au-delà des notes, ce qui compte, c'est pas juste qu'ils aient des bonnes notes pour vous faire plaisir. Nous, ce qu'on essaie, c'est de créer un ressort motivationnel qui va au-delà du bulletin scolaire, qui va même au-delà de Parcoursup, mais qui compte pour sa vie. C'est-à-dire qu'ils sont au lycée, maintenant, ils commencent à comprendre qu'ils vont être au volant de leur vie, en fait. Ils étaient jusqu'à présent sur la plage arrière de la voiture, ils passent progressivement à l'avant et même au volant. Et donc, ça veut dire qu'ils vont être capables de tourner à droite, à gauche et de décider où ils vont. Et ça, c'est à la fois génial, mais un peu angoissant. Mais ça peut être formidable quand on se rend compte de l'opportunité que ça représente. Et quand ils voient tout d'un coup leur scolarité comme un moyen d'aller vers leur rêve, ça peut être monter un site e-commerce, ça peut être travailler dans l'automobile, ça peut être travailler dans la musique, travailler dans le sport. Là, tout d'un coup, la scolarité prend tout un sens. À quoi ça sert d'apprendre ça? On pose souvent comme question nos élèves. Et ben, quand on leur demande quel est leur projet d'études ou de professionnel, pardon, et ce qu'ils aiment faire dans la vie, et qu'on essaie de raccrocher le théorème de Thalès, le commentaire d'un texte en français à ce qui leur sera utile pour plus tard, tout d'un coup, en fait, ils s'y mettent.
qu'ils comprennent que oui, c'est utile. Oui, c'est pas forcément idiot de savoir commenter un texte, en fait. Ça va être utile dans la vie, ça forme l'esprit et c'est comme ça qu'on change un peu de regard sur l'école aussi. Et donc oui, je vais faire d'autres lives pendant l'été. Tant mieux, ça, Salima me dit que les lives qu'on a donnés sur la qualité rédactionnelle ont aidé son fils, ses cousins, ses copains lors du brevet. Trop bien, ben, génial. Il y a des trucs à savoir en fait, hein, effectivement, des méthodes qui sont malheureusement pas enseignées au collège ou au lycée. Et quand on les connaît, il y a un truc qui se passe et tout d'un coup, l'impact sur les notes peut être assez spectaculaire. Mais ça passera jamais sans travail. Ça, c'est un truc qu'on peut pas faire, c'est faire décoller un enfant si il ne s'y met pas. Mais après, on peut essayer de lui donner envie de s'y mettre. Mais on pourra jamais avoir de résultats sans qu'ils s'y mettent. Et c'est pour ça que concrètement, au sein de la méthode Aristote, on alterne des formats comme celui-là, en live, à plusieurs, avec des formats individuels, visio, juste avec un coach qui va faire son plan de travail, séance d'études supervisée qui va lui permettre de retrouver des activités qu'on a programmées pour lui. On utilise l'IA, des IA pédagogiques, pour le mettre au travail entre les séances. Les enfants adorent ça. C'est des IA qui sont conçus par des ingénieurs pédagogiques, des professeurs, des grands profs qui se sont assurés que l'IA correspondait exactement au programme, ne disait rien de plus, ne faisait aucune erreur. Et ça permet à l'enfant de poser toutes les questions qu'il veut et de progresser. Donc c'est un assemblage de coaching humain, de méthodologie avec des grands profs, d'exercices proposés par IA. Et tout ça nous permet d'alimenter un peu comme un carnet de santé pédagogique, c'est-à-dire on sait ce que l'élève a fait, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et on vous envoie des comptes rendus chaque semaine. C'est ça la méthode Aristote. Voilà, merci d'avoir été tous et toutes là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous pour d'autres lives cet été sur d'autres thèmes. Et n'hésitez pas, je reste encore connecté 5 minutes. Ah bah trop bien, ma fille a déjà son cours toute la semaine avec son prof Aristote, c'est top, me dit Céline. Bah, génial, on est très contents. Il n'y a rien qui peut nous faire plus plaisir que des enfants qui sont contents de se connecter à l'un ou l'autre de nos cours, de nos séances, de nos lives. À bientôt à tous.